La malscience, engendrée par les évolutions récentes des institutions de recherche, en particulier dans le secteur de la santé, s'amplifie au contact des médias et du monde politique. Si les médias ont ouvert complaisamment leurs portes à des battleurs sans intégrité, cela provient notamment de l'absence de journalistes scientifiques dans nombre de rédactions. C'est l'existence d'une faille entre la sphère médiatique et la sphère scientifique qui conduit à un recours accru aux experts, par lesquels s'engouffre la supercherie. Qu'est-ce qu'un expert à l'origine ? Un scientifique mis en situation de dialogue et de conseil à l'égard du politique, et qui n'est légitime à parler qu'à partir de sa compétence scientifique, et sans non plus se faire d'illusions sur la façon dont le pouvoir utilisera son savoir. C'est déjà une position compliquée. Or, de façon accrue, l'expert est convoqué dans les médias pour apporter du crédit à ce qui est relaté. Ce faisant, sa position devient orthogonale à la science, dont l'aspiration à dire le vrai sur le monde ne peut reposer que sur le collectif et sur la durée. C'est précisément le travail des journalistes scientifiques d'informer sur l'état d'une question en croisant les regards et en se référant à des sources primaires. La figure de l'expert a été mobilisée dans la crise sanitaire le 10 mars, lorsqu'Emmanuel Macron a coopté un conseil scientifique sans existence légale, alors même qu'existent la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique et Santé publique France. Ce conseil scientifique n'a eu comme fonction, in fine, que de se servir de caution à des décisions politiques prises ailleurs, pour les accréditer, pour leur attribuer un label de conformité aux faits scientifiquement fondés. Les experts apparaissent ainsi comme un rouage de la fabrication du consentement, à même d'imposer les mesures gestionnaires pour adapter les individus à l'évolution de leur environnement. Ils contribuent à l'évacuation du politique au profit d'un ordre gestionnaire où seules sont proposées des solutions prétendument pratiques, en conformité avec les intérêts politiques des gouvernants, à des problèmes que la rhétorique néolibérale réduit à des considérations purement techniques. C'est, rappelons-le, ce que l'on appelle le solutionnisme ou le technosolutionnisme. La rationalité gestionnaire et technique de l'expert procède ainsi d'une rationalité instrumentale, qui ordonne les objectifs et les moyens les mieux adaptés à des buts poursuivis dont il ne décide pas. La figure de l'expert est d'autant plus problématique en France que la haute fonction publique, d'où viennent un grand nombre de gouvernants, n'a aucune formation à la recherche et qu'un mince vernis scientifique. L'origine de ce problème remonte à la première moitié du XIXe siècle. Pendant que l'université moderne, fondée sur la recherche et sur la science, se développait en Allemagne, la France napoléonienne misait sur le lycée et sur le développement des grandes écoles, fondées sur le concours et sur la professionnalisation. Les grandes écoles qui assurent la reproduction des élites, l'ENA, HEC, l'école polytechnique en particulier, ne forment que marginalement à la recherche, du fait de leur séparation encore aujourd'hui avec l'université. Angela Merkel, titulaire d'une thèse en doctorat de chimie quantique, capable de lire des courbes, de comprendre des raisonnements scientifiques et de les restituer de manière claire, est une exception dans la classe politique internationale. Elle permet, indépendamment de ses options idéologiques, de mesurer l'uniformisation depuis Napoléon des membres de la haute administration, tous formés au moule du nouveau management public. Déjà, en 1943, devant la médiocrité des élites françaises, Marc Bloch, depuis la clandestinité, concluait à l'urgence de refonder l'université et la recherche. Il écrivait: L'enseignement supérieur a été dévoré par les écoles spéciales, du type napoléonien. Les facultés mêmes ne méritent guère d'autre nom que celui-là. Qu'est-ce qu'une faculté de lettres ? Sinon, avant tout, une usine à fabriquer des professeurs, comme Polytechnique, une usine à fabriquer des ingénieurs ou des artilleurs. D'où deux résultats également déplorables. Le premier est que nous préparons mal à la recherche scientifique, que, par la suite, cette recherche chez nous périclite. D'autre part, à nos groupes dirigeants, trop tôt spécialisés, nous ne donnons pas la culture générale élevée, faute de laquelle tout homme d'action ne sera jamais qu'un contremaître. Nous formons des chefs d'entreprise qui, bons techniciens je veux le croire, sont sans connaissance réelle des problèmes humains, des politiques qui ignorent le monde, des administrateurs qui ont l'horreur du neuf. À aucun nous n'apprenons le sens critique, auquel seul, car ici se rejoignent les deux conséquences à l'instant signalées, le spectacle et l'usage de la libre recherche pourraient dresser les cerveaux. Enfin, nous créons, volontairement, des petites sociétés fermées où se développe l'esprit de corps, qui ne favorise ni la largeur d'esprit, ni l'esprit du citoyen. Le remède ? Une fois de plus, il faut, dans ce premier schéma, renoncer aux détails. Disons seulement, en deux mots, que nous demandons la reconstitution de vraies universités, divisées désormais non en rigides facultés qui se prennent pour des patries, mais en souples groupements de disciplines. Puis, concurremment avec cette grande réforme, l'abolition des écoles spéciales.